Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Bonjour à ceux qui nous regardent en web diffusion grâce à l'agence Web Diffusion. C'est notre dernière série de conférences qu'on va avoir en web diffusion. Le reste, ça va être en présentiel, seulement ceux de Montréal. Mon nom, c'est Jean-Benoît Aubé. Je suis directeur des partenariats privés de l'École des entrepreneurs. À main levée, qui a déjà eu des formations, soit à l'école ou au sage accompagnateur d'entrepreneurs? À main levée. Oh, quand même pas mal. OK. Bien, pour ceux qui n'ont pas levé la main, si jamais vous ne connaissez pas l'école, sachez qu'il y a un kiosque qui est à l'arrière. Il y a Stéphanie qui va être là pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions ou si vous voulez savoir comment on peut vous aider, là, ça va nous faire plaisir là, de répondre. Pour ceux qui sont en virtuel, on a le site web eemtl.com. On a aussi tous nos médias sociaux qu'on partage l'information là, de l'écosystème entrepreneurial. Donc, on vous invite à nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Facebook, etc. On les a pas mal toutes. On a même dernièrement là, Instagram. Donc, on vous invite à nous suivre. J'aimerais remercier le gouvernement du Québec qui nous supporte dans nos projets, la Ville de Montréal et notre animateur d'aujourd'hui, M. Frédéric Letown, ou je devrais dire Maître Frédéric Letown, qui est associé et cofondateur de Ulex, Ulex Avocat Stratège. Sur ce, je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Bonjour. De la façon dont on va fonctionner aujourd'hui, c'est de la même façon qu'on a fonctionné dans le passé avec ce genre de présentation-là. Parce que nous sommes en web diffusion, si vous avez des questions, je vais vous demander donc de nous les poser. Je vais les répéter et par la suite, Marc dans un premier temps, puis Philippe dans un deuxième temps, va y répondre. Je les répète parce qu'on veut que tout le monde dans l'univers puisse comprendre vos questions. Donc, voilà. Et si je comprends bien, Marc, tu es ouvert à ce que les gens posent des questions au fur et à mesure. Absolument. Parfait. Donc, quelques mots sur notre conférencier. Marc Alloul, cofondateur et président de Budgeto. Marc est ingénieur en télécom, physicien, entrepreneur en série, c'est important de le dire, titulaire de 2 maîtrises en sciences, une en physique quantique, quand même, à l'Université McGill, et une autre en communication mobile. Il est aussi diplômé de l'École nationale supérieure de télécommunications. Et mon écran disparaît, c'est toujours le fun. Au cours des 20 dernières années, il a développé et mis sur le marché des solutions techniques et marketing innovantes auprès de grandes sociétés cotées en bourse, ainsi que dans des plus petites entreprises privées financées par du capital de risque. Conscient des problématiques entourant le lancement d'entreprise, c'est tout naturellement qu'il a cofondé Budgeto en 2012. Il aspire désormais à faire de cet outil un incontournable pour tout entrepreneur en démarrage désirant maîtriser les aspects financiers de leur entreprise. Budgeto est un logiciel en ligne qui permet aux entrepreneurs de facilement créer et partager des budgets d'entreprise, y compris, mais sans s'y limiter, les prévisions des revenus, des dépenses, les calculs d'impôts sur le revenu, les taux de contribution, etc. Et Marc va pouvoir tellement mieux que moi nous en parler. À toi. Merci pour cette belle présentation, Frédéric. Moi, je suis très content d'être ici aujourd'hui à l'École d'entrepreneuriat de Montréal parce que, tout simplement, il n'y a jamais eu un meilleur moment de créer des sociétés, de se lancer en affaires. On a un contexte économique qui est non seulement au Québec, qui est très fort sur la création de compagnies, mais mondial. Les gens aspirent aujourd'hui à non plus avoir des jobs pour les 5-10 prochaines années dans les mêmes compagnies, mais les gens aspirent à se lancer en affaires. Donc, l'objet de ma présentation aujourd'hui, c'est de partager avec vous on va dire, mes expériences. Et il y en a eu des bonnes, mais il y en a eu aussi des très mauvaises. Et expliquer pourquoi j'ai décidé de créer Budgeto et essayer de partager avec vous quelles sont les importances lorsqu'on se lance en affaires. Donc c'est un peu ça l'objet de la présentation. On ne va pas essayer de trop faire d'accent sur Budgeto. On pourra parler en deuxième partie. On essayera peut-être si vous y voyez d'intérêt, peut-être de faire un petit peu une explication, une démo. Mais j'aimerais bien, dans un premier temps, rester un peu général parce que ce sont des sujets qui, bien souvent, ne sont pas très attrayants. Comme vous avez pu l'entendre, je suis un ingénieur
On est passionné par des développements de produits, on est passionné par de l'innovation. Et puis, au début de ma carrière, je me suis tout simplement intéressé à lancer de l'innovation et toutes les choses qui ne m'intéressaient pas beaucoup, la finance, jamais des choses qui m'intéressaient. Inconsciemment, on a tendance à ne pas trop les regarder. Donc, je vais partager avec vous quels sont les potentiels bévues, si on peut dire, qu'un entrepreneur peut rencontrer lorsqu'il néglige ces aspects-là. Donc, sans plus attendre, je pense qu'on peut passer la partie où je me suis présenté. Une chose importante peut-être, c'est que après avoir monté, fermé et vendu plusieurs sociétés avec du bon et du moins bon, je me suis reconverti un petit peu dans l'investissement. Donc j'ai procédé à faire de l'investissement en sociétés en démarrage, mais également des fois des sociétés un peu plus matures. Et lorsque j'étais sollicité par des entrepreneurs pour investir dans leur société, j'ai été toujours approché de la même façon. Et puis les questions que je posais s'avéraient dans certains cas pas du tout adressées. Donc encore une fois, je vais expliquer un petit peu les erreurs, les choses à faire, à ne pas faire lors de la présentation. Et c'est pour ça que, en fait, j'ai décidé de créer Budgeto avec mon partenaire d'affaires Charles Hubert. Tout simplement parce qu'on est passé par là, on a cherché à faire du financement, on a fait de l'investissement et on s'est aperçu que toutes les mêmes problématiques avaient tendance à revenir. Donc ce qu'on va faire dans la présentation, c'est qu'on va essayer de voir des cas empiriques qui sont les cas où les entrepreneurs ont tendance à diminuer l'importance en se sentant un petit peu en disant on verra plus tard, ce sera mon comptable qui verra ça, je l'ai en contrôle. Donc on essaiera de voir un petit peu les coûts, les erreurs à ne pas faire. J'ai la chance d'être associé avec un comptable, Charles Hubert, qui lui s'occupe des vraies choses de la compagnie, parce que moi, comme vous l'avez vu, je fais de la physique et je suis pas, heureusement que c'est pas moi qui conçois les produits de point de vue financier, parce que sinon ça irait pas bien. Et en fait, la plus grosse, la seule façon, la raison pour laquelle j'ai rencontré Charles Hubert, c'est que j'ai pris conscience lors de mes projets entrepreneuriat que je n'étais pas capable de faire certaines choses. Et puis j'ai regardé différentes façons de procéder. On les verra également. Et puis j'ai décidé de m'entourer de gens qui étaient compétents. C'est là que j'ai rencontré Charles Hubert et puis que nous avons établi une relation d'affaires. Donc moi, je suis toujours assez surpris par la façon dont les entrepreneurs négligent leur présentation financière. C'est quelque chose qui me fascine parce que je donne l'analogie suivante. Lorsque on décide d'être un entrepreneur, on quitte notre zone de confort, on rentre dans un contexte où on doit apprendre beaucoup de choses en très peu de temps avec une intensité énorme. J'aime bien utiliser l'analogie suivante. Vous êtes tous en train de, théoriquement, avoir l'envie de faire piloter un avion. D'accord ? C'est l'analogie que je donne. Donc, vous n'avez pas été à l'école de pilote, ou alors vous commencez à y être avec l'école d'entrepreneuriat, mais fondamentalement parlant, c'est la première fois que vous allez faire décoller un avion en tant qu'entrepreneur. Et donc, lorsqu'on veut faire décoller un avion, soit on fait 3 ans, 5 ans, 6 ans d'études, et puis on devient un pilote. Mais là, on n'a pas le luxe d'avoir cette durée pour apprendre. Et donc, on doit apprendre à faire piloter un avion en une durée extrêmement courte. Et donc, on doit comprendre les indicateurs de bord, le tableau de bord, qui est celui de faire décoller l'avion. Comme nous sommes tous passionnés par les choses dans lesquelles nous sommes le plus à l'aise, nous avons tendance à se
focaliser vers les choses qu'on connaît bien. Si vous êtes un expert des ventes, vous êtes un expert du marketing, un expert du développement de hardware ou je ne sais quoi, vous allez graviter vers la partie gauche du tableau de bord, tout en ayant tendance un peu à ne pas trop regarder le tableau droit, qui sont les indicateurs financiers de la société. Et puis, vous allez peut-être aller déléguer ces tâches-là à des gens qui sont des externes. Et puis, vous allez dire, oh, on verra ça plus tard. Donc, lorsqu'on fait décoller une société, ou lorsqu'on fait décoller l'avion, si tout se passe bien, on n'a pas de problème. Mais s'il y a de la turbulence et puis qu'on doit faire décoller l'avion avec une intensité énorme, il se pourrait qu'il y ait des indicateurs de bord qui se mettent à clignoter. Et si malheureusement c'est le côté droit qui clignote, alors qu'on est en pleine phase de décollage et que la personne qui est supposée nous conseiller sur l'interprétation de la donnée, soit elle n'est pas là parce que c'est une personne externe, c'est pas quelqu'un qui a monté la société avec vous, c'est peut-être pas votre partenaire. On a des informations en temps réel qui ne sont plus en temps réel et on ne sait pas interpréter la donnée. On a les voyants qui clignotent et puis là on se demande qu'est-ce qui se passe. Donc c'est ça qu'on veut éviter de faire et c'est un petit peu pour ça que la première raison pour laquelle on a besoin d'indicateurs de bord, c'est de comprendre la terminologie et le langage lorsqu'on veut faire décoller un avion. Donc être un entrepreneur, c'est très très difficile. Vous allez avoir des opportunités qui arrivent de tous les côtés. Il va y avoir des opportunités d'affaires, des opportunités de vente, de partenariat, embaucher des gens qui sont exceptionnels, que vous n'aviez pas prévu d'embaucher. Peut-être même avoir des contrats que vous avez eus qui n'étaient pas prévus. Donc, quelles sont les incidences d'une action ou d'une inaction sur votre société ? Si vous devez embaucher plus vite, finalement, on n'avait pas prévu de livrer tant de marchandises. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, tous ces éléments externes qui arrivent de façon non coordonnée et puis qui arrivent de façon imprévisible ont des incidences sur le décollage de votre société et pourront influencer vos indicateurs de bord. Donc, la première des choses que je dois dire, c'est que pourquoi on a besoin d'un budget ? Parce qu'il faut être tout le temps prêt à pouvoir interpréter, analyser des données externes qui arrivent. Ça peut être des données de façon positive, c'est-à-dire des bonnes nouvelles, mais ça peut être des bonnes nouvelles. J'avais prévu de faire des ventes. Finalement, le fournisseur ou le client a changé ses termes de paiement. Il est passé de 30 jours à 60 jours. Quelles sont mes incidences sur ma compagnie ? Est-ce que je suis à risque ? Donc, on va essayer de modéliser des choses. Donc là, essayons maintenant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Et puis, je voudrais partager avec vous certains cas qui sont des cas réels, ce que moi j'appelle le Washington Case. Je suis actionnaire d'une société montréalaise qui fait à peu près 2 millions de dollars de revenus. Tout se passe bien, pas de problème particulier. D'un seul coup, le président reçoit un appel téléphonique et puis là, il reçoit une compagnie américaine à Washington qui vient de lever 100 millions de dollars en IPO. Ils ont 100 millions de dollars dans les caisses et ils se disent on a appris de votre compagnie, on vient lundi prochain, on aimerait bien vous rencontrer. Aucune stratégie de vente de la société n'était mise en place. Quelqu'un qui vous dit je viens vous voir, on vérifie, il vient d'avoir 100 millions de dollars dans ses comptes en banque. Il décide que le sujet est tellement important pour lui qu'il fait venir tout son management pour étudier le potentiel d'achat de la société. C'est ce que j'appelle le Washington Case, parce que la société est à Washington, ils arrivent, ils se retrouvent en face du PDG, ils commencent à poser quelques questions, et malheureusement, le PDG n'était pas équipé pour répondre à ces questions.
il n'avait pas de visibilité sur ces indicateurs, il n'était pas capable d'exprimer une vision à plus de 12 mois ou 15 mois, il n'était pas capable de maîtriser les langages qui étaient associés à ceux des reconnaissances de revenus, des distributions de flux de trésorerie. Il était comme en mode panique. Vous vous doutez ce qui s'est passé, c'est que l'équipe de management est repartie aussi vite qu'ils sont arrivés. Et ce dossier, ils ont été acheter le compétiteur de cette société pour faire une autre transaction. Donc c'est ce que j'appelle Washington Case. Être prêt, avoir des budgets, même si on n'a pas vraiment besoin de laver de l'argent ou quoi que ce soit. Un autre des cas qui est souvent mal représenté, c'est parce que les gens pensent qu'on est en business, tout va bien, on fait des ventes, et donc on peut avoir une confusion entre le fait qu'on fait des ventes avec la santé financière de la société. Donc, bien souvent, les problèmes commencent à arriver lorsque la société accélère et commence à faire des ventes tellement importantes que pour une société qui, par exemple, doit gérer son flux de trésorerie, il y a des incidences qui peuvent être catastrophiques. Donc là, on va voir encore un sous-exemple de société de gestion de cash flow. Donc on va avoir le premier exemple d'une société qui achète en Chine, premier exemple, pardon, excusez-moi, une société au niveau des crédits d'impôt. Et deuxième exemple, on verra la société qui fait des achats en Chine. Donc là, je fais des ventes, je dois m'approvisionner de stock en faisant des achats en Chine. Et voilà un exemple qui arrive assez fréquemment, c'est qu'on a l'impression qu'on va avoir dans cet exemple un revenu d'1 million de dollars pour les ventes associées. Les coûts de ces ventes sont de 800 000 dollars et on se dit que tout va bien, qu'on a fait un profit de 200 000. Or, la réalité, c'est que ces ventes n'ont un paiement qui est bien après le fait qu'on doit payer nos fournisseurs. Donc là, on se trouve dans un gros problème de 800 000 dollars de flux de trésorerie. Et puis, ça peut avoir des incidences assez importantes. Oui, j'avais une de mes slides qui était cachée, c'est pour ça que je ne la trouvais pas. C'est en fait... c'est celle-ci. C'est l'exemple qui était associé au crédit d'impôt. Dans certains cas, des entrepreneurs, des dirigeants de société vont avoir une masse salariale, on va dire, d'une dizaine d'employés, totalisant une centaine de milliers de dollars sur l'année. Cette activité va avoir des composantes de recherche et développement. Au Québec et au Canada, nous sommes éligibles à 37,5% de crédit d'impôt sur des travaux associés à la recherche et développement. L'entrepreneur se dit, c'est correct, je n'ai pas besoin de 100 000 de salaire, j'ai besoin de 62 500. Et puis, il modélise son flux de trésorerie de mauvaise façon parce que l'argent qui est dépensé le 1er janvier sur une année fiscale de janvier à décembre va être collecté simplement après la déclaration d'impôt finale qui va être en février-mars. Et ensuite, cette déclaration d'impôt, il va falloir faire une demande de récolte de crédit d'impôt qui pourrait venir à un autre 3 à 5 mois derrière. Donc le premier dollar est dépensé en janvier, on commence à récupérer, au meilleur des cas, 16 à 18 mois après la dépense. Donc ça, la plupart du temps, dans les sociétés canadiennes, ce sont le genre de modélisation qui sont problématiques parce que l'entrepreneur ne réalise pas le montant d'argent qui est dehors et puis pourrait se retrouver dans une situation très désastreuse. Dans l'autre exemple, c'est de l'argent qui aurait pu être utilisé si
les entrepreneurs s'assurent de bien faire leur déclaration d'impôt à temps. Bien souvent, un entrepreneur, je le rencontre, je dis, où est-ce que tu en es dans ta déclaration d'impôt? Ah, là, je suis 2 ans, 3 ans en arrière. Mais bon, c'est correct parce que je n'ai pas d'impôt à payer, donc je suis tranquille. Il n'y a peut-être pas d'impôt à payer, mais il y a des taxes de vente à aller chercher. Il y a des crédits d'impôt à aller chercher. On peut aller même financer ces flux de trésorerie qu'on aurait pu utiliser pour accélérer la croissance de la compagnie. Donc, après ces 2 exemples, je pense que vous avez compris que l'importance dans le cash flow, mais l'importance d'avoir un budget, c'est aussi de se dire, bon, on va simplement lancer nos affaires sans avoir principalement évalué des scénarios alternatifs. La réalité, c'est lorsqu'on lance une compagnie, il n'y a jamais rien qui se passe comme on l'a prévu. Jamais. Okay. Tout le monde dit « Ah ouais, tout va aller bien, ça va aller. » Et puis, ce qu'il est important de faire, c'est de modéliser des scénarios différents en disant « Bon, je vais prendre mon cas le plus pessimiste en disant finalement, cette vente ne va pas venir. Quelles sont les incidences sur mes embauches ? Qu'est-ce qui se passe au contraire si d'un seul coup j'ai 10 contrats? Est-ce que je pourrais gérer une embauche plus vite? Est-ce que je serais capable de dépenser plus vite? Donc surtout, travailler sur des plans de contingence qui vont gérer des pires cas, des cas, on va dire, de base, et puis des cas optimistes où les choses vont très bien et comment gérer la croissance. Donc dans ce cas-là, ce que les gens ont tendance à penser qu'on a besoin d'une modélisation financière que lorsque on est en phase de financement, où on cherche à emprunter de l'argent, où on cherche à attirer du capital risque, alors que ce n'est pas tout à fait vrai. La modélisation financière, elle sert aussi à l'entrepreneur de se sentir en confiance, de permettre de travailler sur des plans et de faire des scénarios de croissance avec des embauches, avec différents scénarios comme je l'ai mentionné. Et puis, l'idée, c'est d'être prêt, même si on n'en a pas besoin. Donc, je pense que vous avez un peu compris, tout le monde va vous demander un budget, que ce soit pour des subventions, que ce soit du financement, que ce soit pour vous-même. Donc, ce que j'aimerais bien partager avec vous, c'est comment on fait pour faire un budget. Si je peux me permettre, est-ce qu'il y en a qui ont des questions jusqu'à maintenant? Oui, allez-y. Tu parles, puis moi, ça m'en provoque 1 milliard. Là, mais, Ouais. c'est très clair. C'est un conférencier extraordinaire. Merci beaucoup. Donc, ce que je vais faire, peut-être, c'est que je vais accélérer sur la fin, et puis peut-être on va se donner quelques minutes de démo avec des questions. Parfait. Donc là, bon, évidemment, comment on fait un budget? Comment on fait un budget? Il y a toujours quelqu'un qui aura soit son grand-père ou son voisin qui a son fichier bricolé parce que son ton est comptable ou quelque chose comme ça. Donc, sa première solution, c'est de le faire nous-mêmes. Moi, je peux vous dire que je suis en affaires depuis 20 ans. Faire des flux de trésorerie sur des tableaux croisés en Excel, et pourtant, je ne suis pas mauvais en Excel. Je suis devenu assez bon même. Je ne sais pas faire un budget, moi. C'est pour ça qu'on a monté une plateforme pour pouvoir le faire pour les autres. Deuxième solution, c'est d'embaucher un consultant. Donc, il y a des professionnels qui font ça très bien. Il y a des cabinets comme KPMG, Deloitte, EY et d'autres. Mais il y a aussi la possibilité d'avoir des logiciels, soit des logiciels qui s'installent ou des plateformes pour faire des budgets. Donc nous, Budgeto, on est sur une plateforme web qui permet de le faire comme un software as a service. Ce que on décide de faire avec Budgeto, c'est de transférer le travail vers l'entrepreneur. Si une tierce personne vous fait votre budget,
il va faire des choses. C'est pas un externe qui va savoir combien de voyages vous allez faire dans l'année, quels sont vos frais de représentation, quels sont vos investissements en acquisition d'utilisateurs. Tout ça, ça peut venir que de vous. C'est vous qui devez rentrer la donnée, c'est pas une personne externe. La personne externe peut vous donner des conseils sur des méthodologies de calcul ou choses comme ça, mais à la fin de la journée, c'est l'entrepreneur qui est responsable de son budget. Et c'est pour ça que nous, avec Budgeto, notre mission, c'est de transférer la responsabilité vers l'entrepreneur. Donc, évidemment, tout le monde va dire que, bon, dans le early stage, on n'a peut-être pas besoin d'un budget pour lever de l'argent, mais ça aide quand on en a un. Là, il me reste quelques minutes. Ce sont des exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, c'est un Excel, une dimension, une table, où il n'y a aucun bilan, aucun de flux de trésorerie, on n'a pas de scénario. Et puis, dans cet exemple bien précis, un entrepreneur est venu me chercher, est venu me voir, il voulait 500 000 $ de financement. Bien évidemment, la première chose que j'ai faite, je lui ai donné gracieusement une licence. Quand il a fait tous ses calculs, toutes ses affaires, c'était 780 000 qu'il avait besoin, ce n'était pas 500 000. Parce qu'il n'avait pas calculé ses contributions salariales, ses taxes de vente, il n'avait pas calculé les flux de trésorerie, les calculs de R&D, etc. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est passer sur la plateforme et puis se connecter pour vous montrer rapidement. Si, en attendant, vous avez des questions qui se présentent, ça va me faire plaisir d'y répondre. Oui. Est-ce que l'information est placée dans le nuage, entre guillemets? C'est vous qui gérez la plateforme? C'est pas nous qui avons un logiciel? C'est exact. Il n'y a aucune installation qui est faite sur l'ordinateur. Tout est sur le cloud. Évidemment, ce n'est pas dans nos serveurs. C'est fait sur des data centers protégés. On utilise Amazon dans certains cas. Donc, on est dans les standards de l'industrie lorsque, avec des protections qui sont associées. Et à aucun moment, nous avons accès à la donnée de l'utilisateur, sauf s'il la partage ou il permet d'accéder à certaines statistiques. Et les sauvegardes sont faites comment et où? Tout est sur le cloud. Donc, toutes les données sont sauvegardées sur le cloud. Principalement, là, je crois qu'il nous reste que quelques minutes, principalement, la plateforme, lorsque on se connecte, demande des informations telles que où est située la compagnie. Si elle est passée en Alberta ou à l'île du Prince-Édouard ou en Californie, ce ne sont pas les mêmes règles d'imposition, pas les mêmes règles pour les employés. Aujourd'hui, Budgeto gère 71 tables d'imposition. On va déployer dans une vingtaine de pays d'ici quelques semaines. Jusqu'à présent, on a été concentré sur le Canada et les États-Unis, mais on va pouvoir déployer. Et dès lors qu'on crée un compte, on a la possibilité de venir consulter une vidéo qui nous permet de dire comment ça fonctionne ou de rentrer dans un budget prédéfini de façon à ne pas se retrouver devant une feuille blanche et puis de dire « Ah ben ouais, mais comment je vais faire pour moi aussi avoir un état des résultats annuels ou comment je vais pouvoir accéder à un flux de trésorerie ?» Ça, ce sont les sorties de la plateforme. Donc, les sections sur la gauche sont celles d'un budget normal. Il y a des ventes, il y a des dépenses, il y a du financement, il y a des financements d'ordre dette, crédit d'impôt, équité. Donc, tout ça est expliqué. Il y a des vidéos, il y a des instructions. L'idée, c'est de pouvoir avoir un fichier de ce genre en quelques heures de travail. Donc, comment, moi, en tant qu'entrepreneur, je suis capable de me présenter devant quelqu'un et d'avoir un document professionnel qui montre que je comprends mes affaires et que toutes mes données sont là. La visualisation de la donnée est quelque chose d'important parce qu'un entrepreneur, bon, on voit des tableaux, ça c'est un banquier qui voit ça, il voit les flux de trésorerie. Nous travaillons beaucoup en ce moment sur la capacité à analyser la donnée avec des mécanismes un peu plus conviviaux où on va avoir tout de suite, lorsqu'on développe son budget, des informations graphiques, l'interprétation graphique de la donnée pour nous mettre en confiance. Ensuite,
l'importance d'avoir un budget à jour passe bien évidemment par la gestion réelle de la société. Budgeto est une société qui s'intéresse au futur et donc à la planification financière, sauf que lorsque vous avez des activités réelles, il faut gérer, vous avez acheté des affaires, vous avez emprunté peut-être à votre grand-mère 5 000 $, est-ce que ça rentre dans un bilan? C'est une dette. Vous avez des comptes à payer, des comptes à recevoir. Il faut savoir câbler ce budget pour lui apprendre qu'est-ce que vous avez fait dans le passé. Ma société démarre à zéro, j'ai aucun problème. Je suis tout à zéro. Dans ce cas-là, c'est beau. Mais si on a une activité de 6 mois ou 1 an, il faut apprendre au budget qu'est-ce que vous avez fait dans le passé. Donc ça, c'est un exercice qui est extrêmement difficile et que nous attaquons avec Budgeto en faisant des interconnexions de systèmes comptables avec des passerelles de planification financière. Question, et peut-être que plusieurs se la posent ici. Oui. Quelles connaissances on doit avoir pour pouvoir utiliser le logiciel? Parce que si on est comme toi, puis les chiffres ou les budgets, parce que les chiffres, tu les connais bien dans un autre secteur, mais les budgets nous rebutent ou nous font plutôt fuir. Est-ce que c'est relativement facile d'utilisation? C'est justement ça l'idée. Budgeto, la vocation de Budgeto, c'est pas d'aller dans des choses pointues. On s'intéresse à un entrepreneur qui démarre pour la première fois ou un entrepreneur qui revient et qui est dans un contexte d'une compagnie de 0 à 10 employés, 15 employés, qui n'a pas de contrôleur financier, il n'y a pas de VP Finance, il n'y a pas vraiment d'intelligence financière. Je ne parle pas de sociétés qui ont 2, 3 millions, 100 employés, qui sont équipées avec des succursales, des multidevises. Ce n'est pas ça le target de Budgeto. Le target de Budgeto, c'est des gens qui veulent se lancer en affaires, qui veulent avoir confiance. Donc, la réponse, c'est quelqu'un qui ne connaît rien à la finance devrait être capable de faire au moins 85%, 90% de son budget. Et la bonne nouvelle, c'est lorsque vous êtes bloqué dans les 5-10% qui restent, nous, on offre à travers nos services, on a du support en ligne, on a du clavardage en temps réel où on peut poser des questions. On a également des agents qui peuvent répondre aux questions, à des FAQ. On travaille énormément sur l'inclusion de vidéos qui viendront aider l'entrepreneur à se sentir en confiance ici avec des sujets pointus. Qu'est-ce que c'est qu'une dette convertible? Comment on fait? Etc. Je crois qu'il y avait une question. Oui, c'était par rapport aux entreprises qui sont déjà démarrées. Vous dites on attaque, ça veut dire que c'est pas encore prêt pour faire passer les données comptables historiques dans Budgeto? C'est exact. Néanmoins, aujourd'hui, on est capable de traiter une compagnie qui est déjà en existence avec une fonction qui est déjà dans la plateforme qui s'appelle des bilans d'ouverture. Donc, je suis capable de venir apprendre à la compagnie qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Donc, aujourd'hui, c'est disponible. Donc, ça va en haut à gauche, bilan d'ouverture. On est capable de câbler nos affaires. Évidemment, on veut passer à l'autre étape qui est de venir automatiser cette méthodologie et devoir mettre à jour mensuellement. Budgeto s'attaque aujourd'hui à On a travaillé très fort dans les dernières années à établir des partenariats avec des accélérateurs, des incubateurs, des commissions scolaires. On travaille avec des universités. On est avec HEC, l'Institut d'entrepreneuriat de la Banque nationale, l'Université Laval. On est fiers de coopérer avec SAGE et l'École d'entrepreneuriat de Montréal, où des formations vont être maintenant conduit autour de Budgeto. Donc Budgeto va être inclus dans les formations de l'école. Ça, on est très fiers de ça. Mais notre vocation, c'est vraiment de pousser l'interconnexion au système comptable. D'ailleurs, je quitte dans quelques heures. Je vais directement à l'aéroport où je serai. On va rencontrer QuickBook à un événement à San Francisco qui s'appelle QuickBook Connect. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Juste traduction, c'est en anglais uniquement ou essentiellement? Très bonne question. L'outil aujourd'hui est disponible en français et en anglais. Intégralement, oui. On peut juste aller en haut à droite et passer de l'un à l'autre. Évidemment, on a de l'espagnol, tout ça en développement. On s'en va vers une couverture de 20 pays dans 2 ou 3 semaines. Donc là, on va déployer mondialement avec la gestion de normes européennes
qui est un peu diverse et variée. Je tiens à rappeler que dans l'exercice de planification financière sur 12, 24, 60 mois, il ne faut pas qu'on s'arrête à une véracité à 3 digits. On travaille sur de la planification financière. On sait très bien que les résultats ne vont pas arriver. Donc on ne va pas stresser à 0,05% près. Ce qu'on veut, c'est avoir des tendances. Le système va s'auto-ajuster sur les taxes de vente, les impôts corporatifs, les contributions salariales, les crédits R&D s'il y en a, etc. Vous avez une question? Oui, donc pour clarifier, en fait, cet outil-là ne va pas remplacer un outil comptable, c'est vraiment un outil complémentaire pour la planification de budget. Absolument. Je vais se connecter à un moment donné. Oui, mais c'est la question qui nous est posée le plus souvent. Dans notre cas, la plupart de nos entrepreneurs n'ont pas de système comptable en place. Devoir penser que la planification financière d'une société se fait à partir d'environnements de système comptable est, à mon sens, une erreur parce que un système comptable nous force à penser dans un environnement, un référentiel défini. C'est-à-dire que dans un système comptable, on a des lignes qui sont déjà prédéfinies. Alors que moi, je veux forcer l'entrepreneur à penser à des choses qu'il n'a pas fait. Donc, il n'a jamais voyagé, il n'a jamais fait de publicité. Ces lignes de dépenses ne sont pas dans les systèmes comptables. Donc nous, on veut vraiment l'amener à un autre niveau. Et la fonction de développement de budget s'intéresse bien souvent avant la comptabilité. Et là, je veux partager avec vous un document, s'il nous reste 30 secondes, qui démontre un petit peu, qui va dans le sens, c'est que c'est justement ça qui permet de... voilà, c'est ça. Bon. C'est exactement ce que je disais, c'est que la fonction, un entrepreneur se place dans des cycles de... voilà. Un entrepreneur, lorsqu'il démarre, la fonction la plus importante, c'est la création de la compagnie, l'incorporation. Si vous incorporez pas, vous ne pourrez pas récupérer taxes de vente. Donc, je vous encourage tous à s'incorporer le plus rapidement possible. Il va s'occuper de la fonction du business plan et ensuite vient le budget. Donc, toutes ces fonctions-là sont sur la gauche. Ensuite, on va sélectionner des systèmes comptables, des banques. On va sélectionner des systèmes de payroll pour faire la paye, pour gérer sa banque, etc. Donc, nous, on s'intéresse à tout ce qui est à gauche. Allez-y. Juste Oui. pour clarifier, en fait, pour récupérer les taxes de vente, il faut s'enregistrer auprès de la TPS-TVQ, pas juste s'incorporer. Merci de la précision, vous avez tout à fait raison. Incorporation, enregistrement, ouais. Vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça que notre stratégie d'Adbudgeto, elle est vraiment sur 3 piliers. Le premier pilier éducatif, et c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps depuis les dernières années à vraiment former et donner des outils aux gens qui, forcément, ils savent pas s'ils vont se lancer, ils se lancent pas. Donc, c'est de l'éducation, c'est de rendre les gens beaucoup plus en confiance. Le deuxième pilier, c'est de travailler avec des institutions. Nous sommes en discussion très avancée puisque nous sommes déjà référencés avec des banques. La Banque de développement du Canada offre des outils qui sont assez magnifiques. Je vous encourage tous à vous inscrire à ces genres de sites web. Il n'y a pas que la BDC qui le fait. La Banque nationale offre également des outils de plan d'affaires. Vous avez beaucoup d'outils à votre disposition. Moi, lorsque j'ai démarré il y a à peu près 15 ans dans l'entrepreneuriat, 20 ans dans l'entrepreneuriat, on ne savait pas ce que c'était. Aujourd'hui, on fait un Google et puis on a 10 vidéos qui vont nous expliquer nos affaires. Je suis passé d'une société qui avait 65 000 employés, 12 milliards de dollars, à 4 employés, 0 revenu. Et puis là, je me suis retrouvé du jour au lendemain livré à moi-même. Vous avez la chance d'avoir beaucoup d'outils, des formations, profitez-en. Et puis, vous pouvez essayer Budgeto, c'est gratuit. Vous pouvez vous offrir un compte
gratuit pendant 30 jours. Vous pouvez modéliser vos affaires. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'intérieur de la plateforme. Pour faire du pouce un peu sur les commentaires, si je comprends bien, donc, Budgeto est un outil qui va être utilisé ou qui devrait être utilisé en plus des autres outils financiers qu'on utilise, par exemple Simple Comptable ou peu importe, et qui va devenir essentiellement un tableau de bord. Exact. Donc, le Simple Comptable, c'est la gestion du passé, enfin Simple Comptable ou tout système de comptabilité, c'est la gestion du passé et du réel. Nous, on s'intéresse au futur et on permet d'établir une connexion, une connectivité entre le passé, le présent et le futur. Chose que les systèmes comptables ne font pas bien. Parce que le système comptable, c'est quelque chose qui est cartésien et qui s'intéresse sur le réel. Alors que nous, on rêve à créer des plans d'affaires. Après le mois de gratuité, donc il y a des forfaits, j'imagine. Oui, il y a tout expliqué sur notre site web. En bas, vous avez un paiement, vous avez un abonnement mensuel payé annuellement avec deux plans distincts. Il y en a un qui est vraiment pour les startups, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modélisation, un seul scénario sur 36 mois. Et ça vaut $120 par an. Deuxième, qui est un peu plus évolué, qui permet de faire 5 scénarios, de partager, travailler sur 60 mois. Et ça vaut $300 par an. Mais on travaille sur d'autres formules qui va permettre d'être plus créatif lors de vous offrir cet outil. Pour les membres de l'école d'entrepreneuriat, lorsqu'ils feront des formations, ils auront au sein de la formation l'outil qui sera fourni, puisqu'on a fait un accord avec Sage et l'école d'entrepreneuriat. Donc pendant leurs études, si on peut dire, pendant leurs choses, ils auront accès à la modélisation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Un scénario, ça veut dire que je rentre mes chiffres, puis c'est fini? Ce que j'appelle scénario, c'est on part d'un budget complet. Si je veux commencer à faire des modélisations et des scénarios d'affaires, les fameux cas dont j'ai parlé au départ, le cas optimiste, le cas pessimiste, le cas de base, ce sont des scénarios de modélisation. Donc la version plus évoluée permet de faire 5 scénarios, alors que la version de base permet un seul scénario. 5 scénarios qui sont en parallèle. Exact. Comme ça, un scénario, je peux quand même changer des chiffres. Absolument. Tu faisais référence tout à l'heure à l'incorporation. Est-ce que Budgeto n'est applicable qu'aux sociétés incorporées ou soit un travailleur autonome ou une société en nom collectif peut utiliser ton système? Oui, c'est une bonne question. Lors de la déclaration lorsqu'on ouvre un compte au sein de Budgeto, on a quelques paramètres à déclarer. On vient renseigner est-ce que c'est une société à but lucratif, but non lucratif, parce que ça vient changer certaines taxes, certains calculs de... Donc, excuse-moi de t'interrompre, ce serait bon aussi pour les OBNL, donc les organismes Oui. à but lucratif. Oui, Mais le c'est target, pas fait pour ça, voilà, idéalement. le target, c'est vraiment des Ouais. sociétés, des incorporations. Okay. Là, la façon dans laquelle on procède, c'est que nous sommes capables de passer d'un budget à un autre, simplement en cliquant ici sur le nom du budget, et puis vous avez vos différents scénarios. Le bouton en haut à droite en vert est un indicateur qui dit d'après ce que tu as rentré sur ton budget, dans tel scénario, c'est correct, tu es au vert. Si ça s'allume en rouge et puis que ça met février 2018, là on a un problème. Ça veut dire qu'en février 2018, on pourrait se retrouver à moins 21 000 $ de flux de trésorerie. Comment on fait? C'est un peu ce genre de choses où on veut rentrer ça ludique en se disant, les gens s'ajustent. La façon de procéder, c'est qu'on rentre toutes nos informations sur des dépenses, les employés, les ventes, et après on se soucie plus tard des méthodes de financement, puisque ça peut être, ici sur la gauche, ça peut être des lignes de crédit, ça peut être de la dette, ça peut être d'augmentation en équité. Et puis, c'est là qu'on se pose des vraies questions. Ouais. Une fois qu'on a terminé son budget, comme je l'ai montré tout à l'heure, on peut soit exporter le budget en PDF ou en Excel,
soit on peut aussi décider d'inviter une personne à travailler en mode collaboratif sur la plateforme avec nous. Exemple, je suis cofondateur avec mon partenaire d'affaires. Bon, on n'a pas besoin d'être ensemble. Envoie-moi telle version. Moi, je voudrais rentrer des serveurs. Moi, je travaille sur les employés. On peut travailler ensemble sur le même budget et développer une solution conjointe. Donc ça, c'est important. Il ne faut qu'une seule licence. La licence est associée à une compagnie. On peut inviter autant de personnes. On peut inviter du monde en mode lecteur. Il n'a pas l'autorisation pour venir écrire sur le budget. On peut inviter du monde en mode éditeur ou en mode administrateur. Cette personne pourra aussi inviter du monde sur la plateforme. Ça, c'est quelque chose qui est... combien d'entre vous, on envoie un fichier Excel, évidemment, maintenant quand même avec Google, on peut travailler des choses différentes. Mais la plupart des gens travaillent toujours sur Excel, s'envoient des fichiers. Il y en a un qui a appuyé sur une mauvaise formule. Il a dilété, il a créé un onglet qui référence sur l'onglet 1 au lieu de référencer sur l'onglet 2. Personne s'en aperçoit. 6 mois après, on s'aperçoit qu'on avait des erreurs et puis qu'on avait mal calculé nos affaires. Donc, il serait pensable, voire très, très utile de connecter le comptable de la société sur la plateforme. Par exemple, qui pourrait être un partenaire. Le comptable, lui, encore une fois, il a une vraie valeur. Il amène une compréhension en lui disant, par exemple, attention, tu as acheté une nouvelle machine qu'on a achetée 25 000 $. Ça ne peut pas être de la dépense. Il va s'assurer que la machine qui a été achetée ou qui va être achetée dans 6 mois soit placée dans la bonne section, soit qu'il y ait des règles d'amortissement qui soient définies. Et j'aurais dû peut-être passer en français depuis le début. Donc, là, vous voyez, c'est assez rapide pour passer d'anglais en français. On va le faire en 30 secondes. Je viens tout simplement passer en français et paf, tout mon budget est revenu en français. Donc, toutes les règles d'amortissement sont déjà prédéfinies. Toutes les règles de... c'est pas amortissement, c'est immobilisation en français, excusez-moi du terme. Mais, chose importante aussi, la plateforme est configurable. On est capable de venir créer des catégories supplémentaires. On est capable de venir créer des dépenses supplémentaires. Chose qui est importante ici, c'est qu'on vient créer des dépenses prédéfinies, mais dans certains cas, si vous faites par exemple je ne sais pas moi, si vous faites de la recherche et puis vous avez besoin d'acheter des animaux pour pouvoir travailler, c'est des catégories de dépenses qui ne sont pas planifiées. Et dans ce cas-là, dans la dépense, on va aller rajouter des dépenses qui sont connues. C'est-à-dire que bien souvent, dans un budget, un entrepreneur vient me voir et puis il me dit Marc, qu'est-ce que tu penses de mon budget ? Première chose que je regarde, on passe de 5 employés l'année 1 à 20, 50 l'année 3. Les revenus passent de 500 000 à 3 millions en 3 ans. Et comme par hasard, c'est toujours le même loyer. Il n'y a pas de dépenses de représentation, il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de café, il n'y a pas de nettoyage. Et là, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. La plateforme nous renseigne sur certains indicateurs, encore une fois, que nous allons exprimer de façon graphique. Mais je peux aller voir mes dépenses, par exemple. J'ai un aperçu très rapide du budget en voyant que, regardez là, j'ai un gros problème avec ce budget. C'est un budget exemple type. Mes dépenses annuelles sont constantes de l'année 1 à l'année 5. Vous ne pensez pas que j'ai un problème là, dans ce budget ? Quelqu'un qui vient me présenter ça, je vais lui dire tout de suite, là, tu n'as pas fait tes devoirs, parce que là, ce n'est pas possible. Tu fasses 85 000 $ de dépenses annuellement pendant 5 ans, alors que tu me montres de la croissance, tu me montres de l'investissement et que tu me montres de l'embauche. Et les personnes qui sont embauchées, ils ont besoin d'ordinateurs, ils ont besoin ils vont consommer des imprimantes, etc., etc. Je pourrais rentrer plus en détail, mais je pense que ce n'est pas l'objet. L'objet, c'était vraiment de donner un aperçu des méthodologies de travail lorsqu'on veut faire de la planification financière. Encore une fois, il y a des gens qui le font très bien sans budgéto. Nous, on veut donner à l'entrepreneur un outil de façon à ce qu'il se concentre, à ce qu'il fait le mieux et ne pas s'occuper
à apprendre des choses qui vont le défocaliser de ses opérations. Est-ce qu'il y a encore des questions? Des questions, pardon. Je crois qu'on a encore on a quelques minutes pour les questions. Ouais. Si tu avais un conseil à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, ce serait quoi? À l'égard de Budgeto ou tes 2 décennies d'expérience? Mais moi, ce que je regarde toujours quand je rencontre un entrepreneur, je regarde 2 choses. Je regarde la passion. Évidemment, c'est des stéréotypes en disant on investit sur l'équipe. Mais la réalité, c'est que c'est le capital humain qui est le plus important. Donc je regarde la passion et je regarde la rigueur. J'ai tendance, parce que je suis un peu cartésien, je suis même beaucoup cartésien, que vous avez pu le savoir, j'ai tendance à extraire des sentiments sur les gens avec des petits détails qui sont les plus anodins. Donc le conseil que je donnerais, c'est si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Si vous exprimez une passion ou si vous essayez de demander des services à quelqu'un, prenez le temps de faire un peu de réflexion, faites des recherches, savoir à qui vous parlez. Ma remarque du moment, c'est que les gens veulent aller tellement vite et passent à côté des choses élémentaires. C'est-à-dire qu'ils n'investissent pas assez avant de demander des choses. Donc, éduquez-vous, il y a des outils, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. Donc, ayez de la passion et concentrez-vous sur l'exécution. L'exécution ne va pas être parfaite, mais c'est très important d'exécuter ce qu'on dit qu'on va faire. La dernière question, votre expérience personnelle entre un entrepreneur d'un projet, par exemple, et un serial entrepreneur. Donc, il y a forcément une différence de mentalité entre les deux. J'ai eu la chance d'évoluer entre l'Europe et l'Amérique du Nord. La plupart de mes éducations viennent de l'Europe. Et puis je passe beaucoup de temps dans l'entrepreneuriat nord-américain depuis une quinzaine d'années. Ce que j'ai appris, c'est que l'Amérique du Nord permet aux gens de vraiment se lancer, d'avoir de l'échec, et de se relever et de repartir. Et c'est correct. Moi-même, j'ai eu des échecs. J'aime bien me présenter de façon très succincte en disant, en anglais, I've seen the good, the bad and ugly. Sometimes the ugly was very ugly. Mais la réalité, c'est que what doesn't kill you make you stronger. Donc, si vous êtes en bonne santé, vous avez toujours de la combativité, vous allez vous reposer, puis vous allez relancer. Avoir des échecs, c'est pour moi une force. Parce que quelqu'un qui a vu des cas difficiles, il va développer de l'adversité, il va développer de l'endurance, il va avoir une carapace de façon non émotive. C'est extrêmement difficile d'être un entrepreneur. Vous n'avez qu'à demander à ma femme qui me supporte depuis 20 ans. Je l'ai réveillée plusieurs fois dans la nuit en pensant à des affaires. Donc maintenant, elle me donne un coup de coude et puis c'est reparti. Mais la réalité, c'est que c'est un entrepreneur, c'est une passion. Ça ne se fait pas de 9h à 5h, c'est constamment. Et c'est un état d'âme. Ce que nous, on veut faire comme mission, c'est vraiment vous essayer de développer de cette fibre d'entrepreneur chez vous en vous donnant des outils qui vous permettent d'être en confiance. C'est ça qu'on veut faire. Super. Merci beaucoup. Alors, merci Marc. Merci d'avoir assisté. Merci à vous ailleurs au Québec. Bonne fin de journée. Merci beaucoup.